Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette analyse détaillée où on va décortiquer exclusivement la première partie du célébrissime Léviathan de Thomas Hobbes, la section intitulée « De l'homme ». Aujourd'hui, on met le focus vraiment, mais alors vraiment à 100% sur la mécanique de base de la nature humaine selon ce texte monumental du 17e siècle. Les autres morceaux, comme la religion ou le fonctionnement de l'État en tant que tel, on garde ça pour de prochaines explorations. L'idée ici, c'est que pour comprendre comment on en arrive à créer ce monstre politique absolu qu'est le Léviathan, eh bien, il faut absolument commencer par analyser sa matière première, c'est-à-dire l'être humain lui-même. Alors, faisons une petite expérience de pensée. Imaginons un instant un monde où il n'y a absolument aucune règle. Pas de loi, pas de police, pas de tribunaux pour régler nos chicanes, même pas une simple serrure sur nos portes. Rien de tout ça. Qu'est-ce qui arrive à l'être humain quand on l'arrache complètement au filet de sécurité de la société civile? Est-ce qu'au fond, on est des créatures naturellement bonnes, paisibles et prêtes à s'entraider? Ou bien, est-ce que c'est le chaos total, l'égoïsme et la brutalité qui prennent le dessus? C'est exactement cette réflexion viscérale sur notre état naturel qui sert de rampe de lancement à toute la philosophie de Hobbes. Pour s'y retrouver, voici notre plan de match d'aujourd'hui. 1. L'homme comme une machine. 2. La mécanique des passions. 3. La fameuse guerre de tous. Et finalement, 4. Les lois de la nature. On commence tout de suite avec notre première partie, l'homme comme une machine et les fondements biologiques de la pensée. Hobbes y construit son argumentaire presque comme un mathématicien. Il part du plus petit élément de notre cerveau pour remonter jusqu'à la société au grand complet. C'est fascinant quand on regarde l'histoire derrière ça. À 40 ans, l'auteur a eu un véritable choc en découvrant la géométrie et les sciences physiques en Europe, surtout en fréquentant des cercles scientifiques des gens comme Galilée. Il en a tiré une vision du monde qui est 100% matérialiste et déterministe. Pour lui, il n'y a pas d'arme mystique qui nous guide. L'humain, c'est littéralement une machine, un système ultra complexe de mouvements, de ressorts, d'engrenages. Et le point de départ absolu de toute cette machinerie, c'est ce qu'il appelle le sens. Le texte est super clair là-dessus. Toute idée dans notre tête commence par nos sens. C'est juste un mouvement causé par des objets externes qui viennent frapper notre corps. Il y a zéro idée innée. Absolument toute notre pensée, c'est le résultat d'impact physique de l'environnement sur notre anatomie. Et ça nous montre une progression cognitive super logique, étape par étape. Notre esprit se bâtit sur 3 étages purement mécaniques. Étage 1, le sens, donc le choc physique qui vient d'extérieur. Étage 2, l'imagination. Et la façon dont c'est décrit, c'est brillant. C'est présenté comme un sens qui s'affaiblit, comme une espèce d'écho de vibration qui continue de résonner dans le cerveau même quand l'objet n'est plus là. Et l'étage 3, la raison. Oubliez la vision sacrée ou noble de la raison. Ici, c'est ravalé au rang de simple calculatrice. C'est juste une addition et une soustraction des conséquences. Quand on raisonne, on ne fait que calculer mécaniquement nos intérêts pour maximiser nos avantages. Ni plus, ni moins. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la mécanique des passions, les moteurs de l'action humaine. Bon, maintenant qu'on sait comment la machine perçoit et calcule, regardons ce qui la fait bouger. Qu'est-ce qui déclenche l'action au niveau des émotions? L'œuvre nous sort une vision complètement binaire. Toute action volontaire, c'est juste un réflexe mécanique pour nous pousser vers ce qui fait du bien ou nous éloigner de ce qui fait mal. L'appétit ou le désir, c'est le mouvement vers un objet qui nous attire. À l'inverse, l'aversion ou la haine, c'est le mouvement pour s'en éloigner. Et c'est là que ça devient foudroyant au niveau de la morale. Dans ce monde de rouages et de ressorts, le bien avec un grand B n'existe pas dans la nature. Le bien, c'est littéralement juste ce qu'on désire à un instant précis, et le mal, c'est ce qu'on déteste. Rien n'est bon ou mauvais en soi. C'est juste de la biologie. C'est juste du mouvement. Mais cette petite mécanique interne a une conséquence absolument gigantesque pour notre espèce, parce qu'on ne veut pas juste satisfaire notre faim ou un désir aujourd'hui, on veut être absolument certain de pouvoir satisfaire nos désirs demain et après-demain face à un futur inconnu. Donc, la machine s'emballe, et ça donne l'une des thèses les plus marquantes du texte, un désir perpétuel et sans répit d'acquérir pouvoir après pouvoir qui ne cesse qu'à la mort. Tragiquement, l'humanité est condamnée à cette course sans fin pour s'assurer toujours plus de contrôle sur son environnement et sur les autres. On passe à la troisième partie, et c'est là que ça frappe fort. La guerre de tous, l'état de nature. Qu'est-ce qui se passe quand on est plein de ces machines humaines, toutes programmées pour vouloir toujours plus de pouvoir, dans un monde où les ressources sont limitées et où il n'y a aucune loi pour les arrêter? Eh bien, ça explose. Le texte identifie 3 grandes causes de conflit dans cette situation. 1. La compétition. On utilise la violence juste pour le gain matériel, voler des terres, de la nourriture, du bétail. 2. La défiance, donc la méfiance chronique. Même si notre voisin n'a pas l'air méchant aujourd'hui, le simple fait qu'on ne puisse pas lui faire confiance crée une paranoïa totale. La seule chose logique à faire, c'est de frapper le premier. Et 3. La gloire. Se battre pour sa réputation, pour un mot de travers ou un regard méprisant.
Et voici un point absolument fascinant de la théorie. Dans la nature, les humains sont tellement égaux en force et en ruse que même le plus faible peut trouver un moyen de tuer le plus fort. Cette égalité parfaite mène, paradoxalement, à une violence parfaite parce que personne n'est jamais à l'abri. C'est de là que vient ce concept tristement célèbre de l'état de nature, une guerre de chaque homme contre chaque homme. Attention, c'est important de nuancer. Ça ne veut pas dire que tout le monde est en train de s'entretuer à chaque seconde de la journée. C'est plus une disposition permanente à la guerre. Pensez-y comme à une météo épouvantable. Il ne pleut pas à verse tous les jours, mais le ciel est noir en permanence, et on sait très bien que l'orage peut éclater violemment à n'importe quel moment. Dans un climat de terreur comme ça, impossible de bâtir quoi que ce soit. Pas d'agriculture, pas de commerce, pas de culture. Pourquoi travailler si quelqu'un peut tout nous voler l'instant d'après? Et ça nous mène à ce constat glacial qui résume notre condition naturelle. Sans un pouvoir supérieur pour tenir tout le monde en respect, la vie se résume à une crainte continuelle et le danger de mort violente, et la vie de l'homme est solitaire, pauvre, désagréable, brutale et brève. Fin de la citation. Aucun romantisme ici. La survie à l'état pur est un véritable cauchemar d'anxiété. La machine humaine est prise au piège de sa propre biologie, incapable de créer la moindre civilisation tellement le manque de sécurité est chronique. Heureusement, il y a une issue. 4e partie. Les lois de la nature, la raison comme voie de salut. Tout n'est pas perdu. Face à cette misère insoutenable du chaos naturel, notre fameuse petite calculatrice interne, la raison, va concevoir une porte de sortie logique. C'est un point de bascule incroyable. On passe d'un état purement bestial à la création de la loi civile. Et c'est notre instinct de préservation qui gagne. La terreur absolue de mourir violemment, mélangée au désir d'avoir une vie un peu plus confortable, ça pousse la machine à écouter les règles de paix que sa propre logique lui propose. Mais juste avant d'aller plus loin, il faut vraiment clarifier un truc. Il y a une distinction tranchée comme un couteau entre un droit et une loi. Le droit de nature, c'est notre liberté totale de faire absolument n'importe quoi pour survivre. Dans la nature, on a littéralement le droit de tout prendre, même de s'en prendre au corps des autres. À l'inverse, une loi de nature, c'est une règle découverte par notre raison qui nous interdit formellement de faire ce qui pourrait nous détruire. Bref, le droit, c'est la liberté sauvage d'agir. La loi, c'est une obligation rationnelle qui nous dicte comment survivre à long terme. Notre raison établit donc une série de théorèmes de survie. Voici les 3 premiers qui sont cruciaux. La toute première loi, l'axiome de base, chercher la paix et la maintenir autant que possible. Ensuite, la deuxième loi nous dit que pour obtenir cette paix, il faut être prêt à abandonner notre droit absolu surtout, mais à une condition très stricte. Il faut que les autres le fassent aussi. C'est un calcul mathématique. On échange une liberté totale mais dangereuse contre la sécurité du groupe. Et la troisième loi, il faut respecter les ententes qu'on vient de faire. Et ça, écoutez bien, c'est monumental. C'est là et seulement là que naît l'idée même de justice. Avant ça, dans la nature, la justice, ça n'existait pas. Briser un contrat rationnel, c'est commettre une injustice qui risque de nous replonger direct dans le bain de sang de la guerre originelle. Mais il y a un hic, un énorme problème, presque fatal, que Hobbes résume avec une phrase coup de poing. Les conventions, sans l'épée, ne sont que des mots. Et il a tellement raison. On a beau avoir ces belles règles dictées par notre raison, on reste quand même, de par notre constitution, des machines paranoïaques et avides de pouvoir. Une promesse, sur un bout de papier, ça n'offre aucune véritable garantie physique de sécurité. Pour que la loi de la nature fonctionne en vrai, l'analyse démontre qu'il faut absolument abandonner notre pouvoir de violence à une tierce entité. Il faut créer une autorité coercitive qui a le pouvoir absolu de nous punir si on triche. L'épée. C'est le moment exact où le concept de l'État souverain absolu vient au monde par pure nécessité mathématique et existentielle. Ce qui nous laisse sur une réflexion finale qui brasse un peu la cage. Si, au bout du compte, notre fondation n'est qu'une machine déterministe programmée pour calculer sa propre survie de façon égoïste, est-ce que notre société complexe est vraiment basée sur de grands idéaux moraux et de compassion partagée, ou est-ce que c'est juste un accord désespéré, purement utilitaire, entre des prédateurs terrifiés qui cherchent dans le fond juste à ne pas s'entretuer? C'est ça, le cœur du réalisme complètement cynique de l'homme naturel décrit dans cette première partie du livre. Une fondation indispensable qui pave la voie à la création de l'État tout-puissant. Une thématique captivante qu'on aura la chance de poursuivre très bientôt avec l'élaboration du Léviathan lui-même.